passionné de l'histoire et du roman historique. Donc aujourd'hui c'est Attila. Donc Attila, c'est un personnage qui fait très très peur, hein, c'est vers l'an 450. Attila de Michel Rouche, donc ça c'est le livre d'histoire. Donc Attila, voilà, c'est, je ne sais plus auquel édition, je crois que c'est Flammarion, hein. C'est marqué quelque part, j'aurais dû le mettre sur ma note là. C'est Fayard, raté. Donc aux éditions Fayard, Attila de Michel Rouche. Voilà. Ensuite, ce qui nous permettra au prochain épisode, parce que j'ai vu que c'était mieux de faire en 2 épisodes les sujets, d'atterrir donc sur un roman, hein, Le Maître des Steppes, donc Attila bien sûr, de Daniel Kircher. Donc on reparlera ça de la semaine prochaine. Hein. Voilà. Donc ça, je ne sais plus quelle édition c'était, c'est Urban. Voilà. Alors Urban, ça a été racheté, ou je ne sais plus. Hein. Donc c'est aux éditions, c'était aux éditions Urban. Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Donc je vous ai trouvé, comme d'habitude, hein, parce que cette émission fonctionne par la lecture, donc pour faire découvrir les textes, quoi. Donc je vous ai trouvé un certain nombre de passages, un peu moins que d'habitude, hein, parce que j'ai vu que les gens préféraient que ce soit un petit peu plus court quand même. Hein, voilà. Donc je vous lis d'abord la jaquette. Au IVe et Ve siècle, l'Empire d'Orient et d'Occident a connu d'innombrables incursions, agressions, invasions de barbares qui ont profondément bouleversé la civilisation romaine, du point de vue culturel, politique, militaire et même religieux. Mais tout cela fut peu de choses comparé à la terreur, aux dégâts matériels et moraux infligés par les Huns. Issus des confins de la Chine, ils s'agrégèrent en Europe orientale, Ukraine, Carpates, région danubienne, à des tribus d'autres origines ethniques que des germaniques, pour constituer une force de frappe terrifiante. Ne leur enseignèrent-ils pas à se servir du cheval de guerre et de l'arc à double courbure, véritable arme absolue? Attila, leur roi, ne correspond guère à la calomnie qui a fait de lui une brute doublée d'un analphabète sanguinaire, de l'herbe qui ne repousse pas après le passage de ses cavaliers à la viande cuite sous la selle tandis qu'il chevauchait, ni à la diabolisation qui a toujours cours aujourd'hui. Ennemi des plus coriaces, il menaça Rome comme Constantinople, les 2 pôles de la puissance romaine. Paris, Orléans, Milan, faisant naître contre lui des coalitions inattendues, sinon contre nature. Celle par exemple du général romain Aetius avec le roi wisigothe barbare entre les barbares. En presque 2 décennies, 434-453, cet homme qui a vécu moins de 60 ans a marqué l'histoire pour toujours. Il était bien temps qu'avec l'œil exercé de l'historien Michel Rouche, relise et au besoin réinterprète des textes longtemps mal lus et surtout dépourvus des lumières fournies par l'archéologie. L'auteur de Clovis, un grand best-seller d'histoire de ces dernières années, a repris le sujet dans sa totalité. Sous sa plume, l'un des plus grands conquérants de l'humanité retrouve une vigueur que le mythe avait effacée. Professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, Michel Rouche est spécialiste de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. De sa thèse sur l'Aquitaine wisigothe à son Clovis, en 96, il a consacré à peu près toute son œuvre à cette époque. Donc je crois que Attila, ça a été écrit en 2009 ou 2007. Oui, c'est ça. Voilà. Donc page 16, la terre des herbes. Page 16. La terre des herbes. Le mot grec namados signifie qui change de pâturage. Les peuples des steppes pratiquent en effet une transhumance biannuelle. L'hiver dans les plaines, près des fleuves, l'été dans les prairies d'altitude. Chevaux et moutons, et dans une moindre mesure bovins, caprins et chameaux vont à la poursuite de l'herbe et de l'eau. Les déplacements se produisent plutôt du sud vers le nord. La terre des herbes est en effet limitée au midi depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ par la Grande Muraille. Il faut alors se glisser de la Mandchourie vers la Mongolie
en évitant au sud le désert de Gobi. Un premier obstacle montagneux doit être franchi entre les monts Altaï au nord et les monts Tian Shan qui s'alignent d'est en ouest avant le débouché sur les steppes de Dzongari, puis du Kazakhstan. La plaine herbeuse prend alors toute son ampleur depuis le lac Baïkal jusqu'à la mer d'Aral et à la Caspienne. Les terres de parcours n'atteignent point cependant le plateau iranien ni les premiers contreforts du Pamir, non plus que les bords de la mer Caspienne. En revanche, au nord, le massif boisé de l'Oural, orienté nord-sud, rétrécit la zone steppique qui s'élargit ensuite de nouveau dans toute la Russie du Sud jusqu'au pied du Caucase. Le nord de la Crimée, l'Ukraine actuelle, à la rencontre des Carpates et atteint enfin le Danube par la Moldavie et la Valachie. Là, le relief impose une nouvelle interruption de la steppe. Il faut remonter le Danube en traversant le défilé des portes de fer pour déboucher sur la dernière zone offerte au pâturage des nomades, la plaine hongroise, appelée Putsa dans sa partie orientale. Ici s'arrête la migration des Huns. Voilà, donc ensuite, page 29, les semi-nomades. Les semi-nomades. Après les nomades complets et les nomades montagnards, l'adaptation à la zone des steppes se manifeste par l'existence des semi-nomades. Les parentèles et les tribus utilisent les mois qui vont du printemps à l'automne pour faire se déplacer les troupeaux, mais une partie de la famille reste à demeure dans les yourtes permanentes et des cabanes de roseaux et de chaumes où tous se retrouvent durant les durs mois d'hiver. Ceux qui ne bougent pas pratiquent l'artisanat et le commerce. Cependant, ce semi-nomadisme est commandé par le climat. Il n'est vraiment possible qu'à l'extrémité occidentale, là où les pluies vont permettre l'agriculture. En effet, au sortir du seuil de Dzongari, la pluviosité est quasiment celle du désert. Le lac Baïkal, à la mer d'Aral, s'étend une zone que l'on appelle encore aujourd'hui la steppe de la faim. Il y tombe entre 200 à 300 mm de pluie par an. L'hiver y est très froid, la neige tombe à peine. L'été, il y fait chaud, même suffocant. En revanche, à l'ouest du Don, les pluies sont propres à favoriser l'agriculture, 500 à 600 mm par an. Les hivers sont neigeux et la transition avec des étés chauds se fait insensiblement. Cette amélioration du climat, d'est en ouest, était donc un appel supplémentaire à s'établir de plus en plus jusqu'au contrefort des Carpates, où l'on rencontrait des agriculteurs. Voilà, donc page 107, les Huns au-delà du Caucase, page 107. Donc ça me permet de comprendre pourquoi ils ont migré, quoi, hein. Ils suivaient les pâturages. Alors, les Huns au-delà du Caucase. Très tôt, les Huns étaient entrés en contact avec le monde iranien, probablement dès le IIIe siècle, en partant des steppes du Kazakhstan à l'est de la mer Caspienne. Les sources arméniennes mentionnent un roi Hun, Alp Ilitun, et la participation des Huns aux côtés du roi d'Arménie à l'assaut de l'Iran sassanide. Ils traversèrent le Don avec les Alains, puis le Caucase avec la passe d'Arial, où se divisèrent en 3 groupes bien décidés à faire du butin. Bachiche et Kurchiche, membres de la famille royale unique, commandant une forte troupe, après avoir traversé un désert et un lac, mirent 15 jours à escalader les montagnes et entrèrent en Médie, en Perse. Comme ils parcouraient et pillaient la terre, une armée perse vint à leur rencontre, remplit l'air de javelots, si bien qu'ils durent battre en retraite, loin du danger immédiat, et se retirer dans les montagnes. Ils firent peu de butin car les Mèdes leur en saisirent la plus grande partie. Par précaution contre la poursuite de l'ennemi, ils prirent une route différente de l'allée. Et après un voyage de quelques jours à partir du lieu où la flamme sort du rocher sous la mer, ils atteignirent leur propre pays. Ce récit de l'ambassadeur romain Romulus Apicius prouve que
L'entreprise était bien organisée, que les Huns connaissaient deux routes pour entrer en Perse, l'une par la passe étroite de Darial, l'autre par la côte de Bakou, où le pétrole en flammes illuminait les flots de la nuit. Voilà, donc page 109, donc page 131, Bléda et Attila, deux frères. Le règne conjoint de Bléda et Attila. La mort de Ruga, le traité de Margus de 435 et l'arrivée au pouvoir des deux nouveaux rois constituent un nouveau palier dans la formation de l'Empire I. Le regroupement de toutes les tribus barbares sous la direction de Bléda et d'Attila permet d'imposer un tribut et à la longue de faire succomber les deux empires sous le poids des pillards qui, au contraire des Germains orientaux, ne cherchent pas à se tailler une nouvelle partie à l'intérieur du pays romain, mais plutôt à leur extorquer leurs richesses et tout ce qui est nécessaire à une civilisation de nomades. On mesure ici le chemin parcouru depuis le franchissement de la Volga en 370. En effet, en l'espace de 65 ans, jusqu'au début du règne conjoint de Bléda et Attila, les Huns étaient parvenus à semer la panique dans les deux empires romains et à empêcher une coalition entre eux. De plus, ils étaient devenus les indispensables fournisseurs de mercenaires pour l'armée romaine, bénéficiaient de l'aide de traîtres romains à l'intérieur et avaient installé leur camp dans la steppe de la Pustsa vers 423-425. En revanche, ils avaient encore du mal à dominer les tribus de la steppe ouralienne. Ils avaient perdu une bonne partie des Alains et surtout ils n'avaient pu rattraper les Wisigoths en fuite, ni se venger d'eux complètement malgré leur alliance avec Rome. Car l'empire des Huns repose d'abord sur la soumission des peuples germaniques orientaux, puis occidentaux, commencé par Balamir, continué par Uldin, puis par Ruga et Akhtar. L'alliance avec Rome reste secondaire. La preuve en est qu'elle ne fonctionna pas lors du franchissement du Rhin en 406 et de la chute de la ville en 410. Quand elle fut effective en 423 avec Aetius, elle n'emporta pas l'adhésion de Ravenne et de Constantinople. Le patrice Aetius, qui connaissait de l'intérieur encore aussi bien les Wisigoths que les Huns, pouvait jouer certes sur des alliances officielles, mais si l'hégémonie des Huns devint plus affirmée, le jeu diplomatique put lui échapper. L'arrivée au pouvoir du double royaume de Bléda et Attila allait changer complètement la donne. Donc ensuite, pour comprendre l'histoire, page 140, l'arc 1, l'arme fatale, 140, page 140. Une merveille, l'arc à double courbure. Venu d'Asie centrale, l'arc composite, arc réflexe à double courbure asymétrique, était constitué de bois flexible, renforcé au centre par des lamelles d'os pour la poignée et aux extrémités par des encoches pour accrocher la corde. Surtout découvert au Kazakhstan et dans les zones de départ des Huns, Tian Shan, Altaï, etc., mais fort peu dans la plaine hongroise, car il semble que l'arme fût devenue trop précieuse pour être sacrifiée au combat de l'au-delà. L'arc réflexe est une merveille de technique artisanale, l'arme absolue par excellence, l'arme de la victoire. Donc on ne les mettait pas dans les tombes, quoi. Comme l'empereur d'Orient, Marcien, était fort alarmé par un ennemi aussi barbare, la divinité se manifesta pendant son sommeil et lui montra au cours de cette même nuit celle du décès du roi des Huns, l'arc d'Attila fracassé, puisque cet arc, le peuple des Huns lui-même tire son orgueil. Jardagnès, Katika. Donc c'est l'auteur. De même, Aetius, lors de son séjour comme otage chez les Huns, était devenu un cavalier émérite, un archer rapide, habile à manier la lance. Ça, c'est Grégoire de Tours qui cite ça. Cela prouve combien cette arme était capitale. Les arcs retrouvés dans les tombes font en général 1,20 m, parfois 1,60 m, avec des flèches de 60 à 80 cm. Un arc-roi de 70 à 80 cm pouvant
contenir une vingtaine de flèches à pointe triangulaire. L'arc comportait une double courbure avec une poignée centrale. Le bois était renforcé par des plaques d'os collées. L'une des extrémités était percée d'un trou rond ou ovale pour y attacher la corde avec un nœud. L'autre n'avait qu'une encoche dans laquelle on insérait l'autre bout de la corde pour tendre l'arc. La poignée était recouverte de deux plaques d'os en forme de trapèze. Les zones de jonction entre le bois et les plaques d'os étaient enveloppées de cordelettes de raffia, de cuir ou d'étoffe. La triple ailette des flèches, avec des arêtes vives, permettait, comme des essais modernes l'ont démontré, une très grande stabilité au vol et une grande force de pénétration. Les performances étaient étonnantes. Les flèches pouvaient atteindre un adversaire à 50-60 mètres de distance, parfois même 160 à 175 mètres. Voilà l'arme absolue de l'époque. Donc, page 163, l'Empire 1 en 445. Alors, 163. Il était alors maître des territoires qui vont du sud au nord du Danube à la Slovaquie. Alors Attila, à l'est, il désirait faire la guerre à l'Iran sassanide en répétant l'opération du passage du Caucase de 395. Mais en 448 et 449, il faut écraser la révolte des Akatsirs, une tribu unique située entre la mer d'Azov et la mer Caspienne. Révolte due aux ambassadeurs de Constantinople, de Théodose II, toujours exemple de la politique de Constantinople, d'ouverture d'un second front dans le dos de ses adversaires. Il envoya son fils Élac mater les impudents. À l'ouest, où comme nous le verrons, il avait fait reconnaître sa domination sur la plus grande partie des Pannonies, il combattit à la date probable de 446 les Lombards installés en Moravie du Sud. L'issue du combat paraît avoir été incertaine, mais l'influence des Huns sur ce peuple fut durable. En tout cas, les autres peuples germaniques, y compris ceux qui restaient des Burgondes sur le Maine, lui obéissaient. Après avoir maîtrisé la partie orientale de l'Empire et la Perse, Attila aurait étendu son autorité jusqu'aux îles de l'océan. En fait, il s'agissait pour lui de reprendre les anciens liens économiques d'Hermanaric jusqu'aux îles de la Baltique. Jordanès le qualifie encore, mais après coup, de seul souverain au monde de tous les Huns et de presque tous les Scythes. Le seul à posséder le royaume scythique et germanique. Selon l'énumération des peuples qui suivirent Attila lors de sa grande expédition de 451 en Gaule, tous lui obéissaient, y compris les Alamans et les Francs rhénans, ou Ripuaires, comme on voudra, qui pourtant n'avaient jamais été battus par les Huns. Cela veut dire que le prestige, le système de domination d'Attila ne se limitait pas aux plaines de l'Oder et de l'Elbe, mais qu'il dépassait largement les steppes d'Asie centrale et de Hongrie. Il était devenu au monde, dit Jordanès, recopiant Priscus pour ébranler les tribus, était l'effroi de toutes les terres. Lui qui, par ce je ne sais quel sortilège, semait partout l'épouvante et jouissait d'une réputation formidable. Il était orgueilleux dans sa manière de marcher, promenant ses yeux çà et là, afin que la puissance de sa superbe apparaisse aussi par le mouvement de son corps. Il aimait certes les guerres, mais il économisait ses coups. Il était très fort dans ses décisions, accessible aux suppliants, bienveillant à l'égard de ceux qui s'étaient mis une fois dans sa fidélité. Petit de taille, large de poitrine, plus grand quant à la tête, les yeux petits, la barbe rare, ses cheveux tournaient au gris, le nez plat, sa peau sombre, ce qui montrait les signes de son origine. Alors, ce portrait de type mongoléide souligne la violence calculée de l'homme, son extraordinaire confiance en soi et la manière dont il savait jouer de la terreur qu'il inspirait. Sa violence n'était pas seulement physique, elle était aussi psychologique. Son ambition était le maître du monde
d'être le maître d'une montre habitée, était celle des grands concurrents, à qui rien ne résiste, une fois le pouvoir obtenu. Alors 163. 184, Honoria. On va voir qui est Honoria. Honoria, 184. Alors Honoria, née en 418, elle avait été proclamée Augusta, donc co-gérante, titre impérial important en 427. Comme plus tard, Pulchérie et ses sœurs, elle fut obligée de prêter un vœu de chasteté. Il ne fallait pas qu'elle ait d'héritier pour ne pas concurrencer son frère. Donc on est dans l'Empire romain. Hein. Celui-ci d'ailleurs, marié en 437, avait fait proclamer à son tour son épouse Eudoxie Augusta. C'est dire combien la souveraineté passait par les femmes. Plus tard, Charlemagne fit la même chose en interdisant à ses filles de se marier, ce qu'il regretta vu leur inconduite. Valentinien III ne fut guère plus heureux. Dès 434, au dire d'une source occidentale, Honoré, à l'âge de 16 ans, aurait été violée par l'intendant personnel de ses biens, le procurateur Eugène, et aurait comploté contre son frère. Le scandale de cette liaison cachée éclata en 449. Eugène fut mis à mort. Honoria, enceinte, fut mariée d'office avec un vieux sénateur riche et complaisant, Flavius Bassius Herculanus. Peut-être l'envoyait-on à Constantinople pour mieux la surveiller, mais elle se vengea en expédiant une lettre avec son anneau sigillaire par l'intermédiaire de son eunuque Hyacinthe, en proposant à Attila le mariage. Le don de son anneau sigillaire était capital. Il servait à authentifier tout acte public émis par sa propriétaire. C'était une remise en réel de ses propres biens. Théodus II, mis au courant le premier, semble-t-il, la renvoya à Rome en insistant auprès de son neveu Valentinien III pour qu'il accepte la demande d'Attila. Constantinople préférait déjà Attila dans les Gaules plutôt qu'en Thrace. L'eunuque Hyacinthe, mis à la torture, avoua tout. Galla Placidia implora la grâce pour sa fille. Malgré sa trahison, ce qu'elle obtint, mais peu de temps après, l'empereur Théodose II, puis l'impératrice mère, décédèrent. Voilà, donc ça donne une base romanesque à ce livre. Hein, voilà. Donc ensuite, bataille des champs cataloniques, à proximité de Châlons en Champagne, hein, parce que ça s'appelait à l'époque Duro Catalanum. Voilà. Alors 202. La bataille des champs cataloniques. Arrêtons-nous un instant pour identifier les participants de ce grand choc. Nous connaissons par Jordanès les noms des peuples alliés d'Aetius et des Romains. Francs, Sarmates, Armoricains, Lyticiens, Burgondes, Saxons, Ripuaires, Olébriens, jadis soldats romains, mais à cette époque désormais sollicités comme auxiliaires, ainsi que plusieurs peuples de Celtique et de Germanie, sans compter évidemment les Wisigoths. Cette liste a souvent été considérée comme fantaisiste, mais en réalité, les documents qu'utilisa Jordanès étaient fiables. Les Francs sont évidemment des Saliens, dirigés probablement par le frère aîné de Childéric, filleul d'Aetius et père de Clovis. Les Sarmates sont des groupes d'éditis rendus à merci, fixés en garnison au service de Rome à des points stratégiques pour défendre la Gaule. Ces anciens nomades ont laissé leur nom à des villages qui s'appellent aujourd'hui Sermaises, Sermizelle, etc. Les Armoricains sont des Gallo-Romains qui ont fui la domination romaine et sa fiscalité écrasante pour devenir indépendants. Mais battus par Aetius avec de nombreux bagodes dans leur rang, ils se considèrent comme des soldats romains. Les espoirs d'Attila et ceux de son conseiller Eudoxe, médecin dépravé et intelligent, lui a fait entrevoir sont donc déçus. Les Lyticiens viennent
de la même région. Il s'agit de Bretons chrétiens et romanisés de l'île de Bretagne, qui viennent de débarquer sur les côtes du nord de la petite Bretagne continentale, qu'ils appellent en vieux breton l'Étavie, chassés qu'ils sont par les anglo-saxons. Voilà, c'est les ancêtres des Bretons actuels, quoi. Quant aux Burgondes, Aetius a installé les survivants du massacre de 436 par les Huns au Sapodia en 443 pour garder l'école alpestre. Il est donc normal qu'ils le suivent. Ces rescapés du grand massacre gardèrent d'ailleurs un intense souvenir de la bataille des champs cataloniques, puisqu'ils précisèrent en 502 dans le titre 17 de leur loi, tous les procès sans exception qui ont eu lieu entre Burgondes et qui n'étaient pas terminés le jour de la bataille de Mauritius sont annulés. Voilà. Donc ça donne les éléments de base pour cette fameuse bataille. Page 218, mort d'Attila. Page 218. Page 218, mort d'Attila. Mort dans son lit. Étonnant. De retour dans son palais, Attila manifesta son atrabilaire intransigeance en menaçant de nouveau Martien de lui faire la guerre s'il ne lui envoyait pas le tribut annuel. Ces préparatifs durent être analogues à ceux de l'année précédente, car pour renforcer ses alliances et sa maîtrise sur les peuples germaniques, il se lança dans un nouveau mariage pour obtenir l'aide d'une peuplade germanique inconnue. Nous ne connaissons que le nom de la princesse, Ildiko. Nous ne savons pas quelle était son origine, mais la légende se chargea de l'inventer comme nous le verrons. La fête des épousailles fut marquée par un somptueux banquet, au cours duquel, contrairement à sa sobriété habituelle, décrite par Priscius, Attila s'enivra à l'excès et s'endormit, abruti par le vin et le sommeil. Un saignement de nez le prit et il s'étouffa. Le lendemain, cependant, comme une grande partie du jour était déjà passée, les serviteurs royaux soupçonnent quelque malheur. Après avoir poussé des cris, ils enfoncent les portes monumentales de la chambre et découvrent Attila mort, sans blessure apparente, tué par un écoulement de sang. Pendant ce temps, la jeune femme, le visage caché sous un voile, sanglotait. Donc ça c'est cité par Jordanès à nouveau. Pour les médecins d'aujourd'hui, il s'agirait d'une banale épistaxie dont on aurait pu le sauver si elle avait été soignée à temps. Mais on aura remarqué que les secours ont tardé et qu'ils n'ont eu lieu qu'au premier milieu de la journée du lendemain. Les serviteurs n'ayant pas osé briser les portes par suite de la terreur que leur inspirait le roi. Alors comme souvent avec les tyrans, hein, ça fait penser un peu à Staline, quoi. Alors, mort et terreur se sont ici rejointes. La terreur inspirée par le tyran l'a tué. Mais la chose parut tellement incroyable que les contemporains affirmèrent qu'Attila avait été assassiné. Alors, ensuite, page 260, la justice par le pal. 260. La justice par le pal. Néanmoins, la justice primitive des nomades guerriers régnait toujours chez les Huns, assurant une discipline de fer, la frontière entre violence et vérité, entre vengeance et châtiment n'existait pas. Il arrivait même que des incidents comme des enfants de la famille royale dont le seul crime était de s'être enfuis en territoire romain fussent empalés près d'une forteresse appelée Carsum en Thrace, une fois remis aux mains de Bléda et Attila. Le verbe storazien, je ne sais pas comment on dit, employé par nos sources à 4 reprises, ne peut pas être traduit par crucifié comme il est habituel dans tous les commentaires. D'abord parce que le supplice de la croix a été supprimé par Constantin. De plus, il est traduit par Jordanès à l'aide du verbe latin ad figo,
qui signifie fixé, sous-entendu sur un pieu, et non point attaché. En grec, stauros désigne un pieu. L'exemple donné par Jordanes rejoint celui de Priscius Vinatorius. Un roi ostrogoth combattit contre une tribu allemande au nord du Caucase, les Antès. Il fit empaler leur roi nommé Boz avec ses fils et 70 notables afin d'aspirer la terreur et pour que leurs cadavres redoublassent l'épouvante de ceux qui s'étaient soumis. D'autres exemples nous sont donnés par Priscus. Athéna fit empaler son secrétaire Constantius, et qu'il accusait d'avoir volé les vases sacrés de Sirmium. De même, il devint encore plus en colère et l'invicta violemment, criant qu'il l'aurait fait empaler et abandonner au pâture aux oiseaux. Sans passion, cette fois-ci, il fait empaler un espion venu du territoire romain. Il est évident que ce type de supplice par lequel le condamné pieds et poings liés était posé par le fondement sur la pointe aiguë du pal était particulièrement épouvantable. La mort venait d'autant plus lentement que la victime ne mourrait pas tout de suite si le pal, en s'enfonçant, ne perçait pas le cœur, mais sortait par le dos. Alors les oiseaux de proie, depuis les corbeaux jusqu'aux aigles, pouvaient se percher sur le moribond pour le déchiqueter. Au long des routes, le spectacle de ces écarrissages interminables devait écœurer les passants et les voyageurs et faire courir très vite la nouvelle de ces exécutions. Encore une manière de créer une terreur panique. Voilà, c'est pour vous donner l'ambiance de l'époque. Voilà. Ensuite, page 323, les successeurs. 323. Alors les successeurs, les Avars et Magyars. Les Magyars, ce sont les ancêtres des Hongrois. L'histoire des steppes eurasiatiques est faite de flux et de reflux des tribus nomades. Faudrait-il en conclure, au vu des invasions des successeurs des Huns, les Avars puis les Magyars, qui est un continuel bégaiement? À première vue, la réponse est affirmative. Deux empires furent créés, l'un du 6e au 8e siècle, l'autre du 9e au 10e, au cœur du bassin danubien, dans le centre de gravité de celui des Huns. Eux aussi dominent des peuples soumis, eux aussi lancent des règnes de pillage et de dévastation dans l'ancien empire romain et les nouveaux royaumes germaniques. Et à chaque fois s'élève le concert des sédentaires, le lamento des chrétiens, dénonçant la cupidité et la sauvagerie des païens nouveaux venus. Mais la répétition n'est pas toujours identique. Les Avars sont mieux armés que les Huns. Les Magyars sont capables de lancer des razzias très lointaines. Le coup de grâce leur fut porté certes par leur division interne, mais surtout par l'Empire carolingien, puis l'Empire ottonien, enfin, et c'est un point final pour l'histoire de l'Europe, la christianisation finit par abolir le monde de vie nomade. Voilà, donc c'était pour vous donner le ton historique, afin de pouvoir aborder le maître des steppes dans le prochain épisode. Voilà, donc on se revoit la semaine prochaine pour lire des passages du maître des steppes. À très bientôt.